Bonjour à tous et bienvenue pour ce live en léger différé avec Hugo Décrypte. On est au Sénat pour les élections sénatoriales. Aujourd'hui, c'est les élections sénatoriales. Alors qu'est-ce que c'est? On va en parler, on va essayer d'expliquer à vous qui nous regardez ce que c'est les élections sénatoriales. Tout le monde ne vote pas. Hein. Pas moi, je n'ai pas voté personnellement, mais... Pourtant, tu es assez grand. C'est les Pourtant, grands électeurs. Ouais, pourri cette vanne. C'est les grands électeurs qui votent. On va essayer de comprendre ce qu'est un grand électeur. Mais aujourd'hui, avant de comprendre cela, on va dire qu'il y a combien de sénateurs au Sénat? Il y a combien de sénateurs? Il y en a 348. Du premier coup, comme ça. Premier coup comme ça, toujours dans la tête ça. Bien joué, 348 et on en renouvelle 170. Alors les grands électeurs vont voter dans leur mairie. On en a un avec nous qui est juste à côté pour commencer ce live, qui a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Laki. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'un grand électeur exactement? Alors, un grand électeur, c'est très simple. En fait, il y a un collège électoral qui élit les sénateurs. 162 000 grands électeurs. 162 000 Grands électeurs. Alors, moi je suis grands électeurs, c'est pas parce que j'ai une tête de plus que toi. Non, c'est parce qu'en fait, les grands électeurs sont les élus locaux, donc principalement élus municipaux, départementaux, régionaux, députés et sénateurs, qui vont élire donc les sénateurs qui vont siéger ici. Pourquoi? En fait, parce que l'article 24 de la Constitution stipule que le Sénat représente les collectivités territoriales, donc c'est pour ça que ce sont les élus locaux qui vont élire les sénateurs. Alors, est-ce que tous les conseillers municipaux sont grands électeurs? Pas forcément. D'accord. Ça dépend de la taille de la commune. Voilà. Mais sinon, si le nombre de grands électeurs sur un territoire est plus petit que le nombre d'élus municipaux, ils sont désignés par le conseil municipal. Okay. Voilà. Le nombre de grands électeurs dépend du nombre d'habitants ou pas pour les communes? Par département, tout par à fait. Département. Voilà. Donc plus le département est grand, plus il y a de grands électeurs, plus il y a de sénateurs. Et comment ça se passe quand on est grand électeur? On va voter le dimanche matin comme une élection traditionnelle? Exactement. Alors sauf qu'on va voter à la préfecture. Donc tous les élus sont convoqués. C'est obligatoire. Sinon, sous peine d'une amende de 100 €. Donc tous les élus ont voté. Et oui, c'est un suffrage obligatoire pour les grands électeurs. Oui, c'est une vraie responsabilité. Et il y a des sénateurs qui votent pour les sénateurs? Évidemment, les sénateurs font partie du collège électoral. C'est-à-dire qu'un sortant peut voter pour lui-même. Alors, et vous avez parlé de 160 000 grands électeurs, pourtant on a l'impression qu'on en parlait de 76 000. Comment ça se fait qu'il y ait ce décalage entre les... Tout à fait. Alors en fait, tout simplement parce que le Sénat est renouvelé par moitié. Donc 162 000 environ divisé par 2, parce que ce n'est pas évidemment équitable. On est aujourd'hui à 176 000 grands électeurs qui vont élire des sénateurs pour 6 ans. Et dans 3 ans, on aura une nouvelle élection pour réélire des sénateurs pour 6 ans. Donc la moitié du Sénat sera renouvelée. Vous avez voté où, vous, ce matin? Alors, j'ai voté à Nancy, puisque je suis élu à Villers-lès-Nancy, à la métropole du Grand Nancy. Donc voilà, je suis un grand électeur lorrain. Grand électeur lorrain. On passe le bonjour aux Lorrains qui nous regardent. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Laki Sola. Merci Alex. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Alors donc 75 000 qui votent aujourd'hui, Ouais. Bonne remarque d'ailleurs. L'autre moitié, effectivement. Qui Sinon, c'est assez bizarre, effectivement. Qui votera dans 3 ans. On renouvelle 170 sénateurs aujourd'hui, plus 1 puisqu'il y a une élection partielle. Combien de temps ils sont élus les sénateurs, Hugo? Pour 6 ans, donc voilà, donc c'est renouvelable, donc tous les 3 ans, il y a la moitié qui est renouvelée, ce qui fait qu'il y a des élections tous les 3 ans, mais ouais, c'est toutes les 6 ans. Tous les 6 voilà, ans, ouais, tout simplement. ça change. À part le président qui est lui élu pour 3 ans, le président actuel du Sénat qui est Gérard Larcher, et son élection aura lieu donc mardi prochain. Voilà. De Qui octobre. devrait être a priori réélu si jamais il n'y a pas trop de surprises. Visiblement, voilà, il n'y en aura pas. Il faut savoir des petits chiffres comme ça aussi, que cette année, il y a 45% de femmes qui se présentent et que les binômes, c'est obligatoire. Les binômes, maintenant, doivent être composés soit d'une femme, soit d'un homme, peu importe dans le rôle numéro 1 ou numéro 2 qu'ils occupent sur la liste. On en a toujours un peu aux mêmes questions d'ailleurs que sur toutes les élections, c'est-à-dire très bien, on a une parité sur autant de femmes que d'hommes, mais est-ce que les femmes sont aussi bien placées que les hommes sur les listes? Surtout que là c'est un scrutin par liste un peu différent, donc c'est toujours la même question. Donc on va voir là en termes de, on va voir le Sénat à quoi il ressemble tout simplement après l'élection. Jamais il y a plus de femmes qu'avant, quoi. Alors les résultats tombent un peu tout au long de la journée. Il y a eu des résultats qui sont tombés ce matin. Le gros des résultats arrivera dans quelques minutes maintenant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des personnalités qui ne se sont pas représentées dû au fait du non-cumul des mandats qui va s'appliquer maintenant. Effectivement. Qu'est-ce que c'est exactement le non-cumul des mandats? Est-ce que tu peux expliquer, toi? Alors c'est une interdiction depuis maintenant, c'était sous François Hollande que ça a été voté, de ne pas pouvoir cumuler. Alors typiquement, je sais plus les combinaisons qui sont impossibles, mais il me semble que c'est un sénateur, mandat local voilà, avec un mandat local avec et un mandat type parlementaire. sénateur ou député, etc. Et donc voilà, c'est appliqué cette année et ça fait qu'effectivement beaucoup ne peuvent pas se représenter parce qu'eux ils souhaitent maintenir leur mandat local. Voilà, leur mandat local. Et Gérard Collomb, par exemple, le ministre de l'Intérieur, qui était sénateur, a décidé de ne pas se représenter, de garder éventuellement son poste de maire. En revanche, Bruno Retailleau, président de Vendée, du conseil régional de Vendée, lui, se représentera. On a un sénateur qui est avec nous aussi, qui est juste là, monsieur Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie. Comment ça va?
Ça fait plaisir de vous voir. Ça va, ouais, moi aussi. Vous vous laissez pousser la barbe. Ouais, c'est nouveau, c'est la nouvelle mode de la rentrée sénatoriale. D'accord. Que sénatorial. Non, ouais, comme ça. Parce que M. Macron faisait ça l'année dernière, lui. Ça reste une trace des vacances, voilà. Bon, comment ça se passe pour parler? Vous n'êtes pas candidat, vous êtes déjà élu il y a Non, j'étais 3 élu il y a ans. 3 ans, exactement. Et comment ça se passe pour un sénateur? C'est quoi le travail exact d'un sénateur? Le travail exact d'un sénateur, c'est un travail de législateur. Alors, un gros travail de terrain dans le département d'élection, et un travail ici, dans une commission, et puis pour travailler les projets de loi qui nous sont envoyés depuis l'Assemblée nationale, essentiellement. Donc, un travail législatif, et un travail aussi de contrôle de l'action du gouvernement pour voir comment la loi est mise en œuvre concrètement sur le terrain. C'est quoi le calendrier du coup là pour les semaines à venir après cette élection? Alors là, ce qui est très particulier, c'est qu'on va tout renouveler. C'est-à-dire que le Sénat va renouveler toutes ses instances internes. On va réélire un président, des vice-présidents, des questeurs, on va redésigner les collègues dans les commissions. Et très vite, on va se remettre au travail, puisque le Sénat s'est arrêté de fin février à début juillet pour laisser la place aux présidentielles et législatives. On a un peu siégé en juillet et début août. Et là, on reprend donc nos travaux dès le 2 octobre. Vous êtes sénateur de Haute-Savoie, hein, si mes souvenirs sont bons. On parlait du non-cumul des mandats juste avant, qui va s'appliquer à partir du 1er octobre. Absolument. Vous aviez un mandat local, vous, non? Moi, j'avais 2 mandats locaux, un mandat de maire que j'ai abandonné jeudi et un mandat de président d'intercommunalité que je vais abandonner mi-octobre pour ne rester que sénateur et garder mon siège de conseiller municipal dans ma commune et de conseiller communautaire dans mon intercommunalité. C'est pas mal, ça permet de voir de nouvelles têtes. Alors, ça va provoquer un certain nombre de renouvellements locaux, puisqu'il y aura un nouveau maire et un nouveau président de l'intercommunalité dans quelques jours maintenant. En même temps, ça ne touche que les parlementaires. C'est-à-dire que le cumul des mandats, ça n'est que pour les députés, sénateurs et députés européens. D'ailleurs, en 2020 ou 2019 pour eux. Donc ça ne touche pas les élus locaux. Un certain nombre d'élus locaux sont toujours en situation de cumul des mandats avec des responsabilités importantes. Moi, j'étais plutôt hostile à cette loi, puisque ça coupe quand même le parlementaire, notamment le sénateur, des réalités locales. Si on revient au Sénat, comment est-ce que vous expliquez qu'il y a une attention médiatique et peut-être d'ailleurs populaire moins importante que pour les élections législatives ou bien sûr l'élection présidentielle? Ça tient à son mode électoral, c'est-à-dire le mode électoral au suffrage universel indirect, fait que forcément, cette élection arrive d'ailleurs après la présidentielle, après les législatives, à la fin du mois de septembre, ça fait un peu le troisième tour, et puis c'est vrai, ça ne concerne que quelques milliers de grands électeurs dans le pays. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer l'importance du Sénat dans la fabrication de la loi de manière ordinaire, mais aussi parce que le président de la République a annoncé une réforme constitutionnelle où il aura besoin des 3/5. Et donc cette maison, elle va retrouver du sens, a fortiori en plus dans la vie générale, avec une Assemblée nationale pléthorique qui est le petit doigt sur la couture du pantalon par rapport à ce que le gouvernement et le président de la République peuvent leur dire. Donc je pense que cette institution... qui est un héritage d'ailleurs de la Ve République des origines, a tout son sens aujourd'hui parce qu'elle permet de rééquilibrer avec une institution de gens expérimentés qui viennent des territoires, qui ont exercé des mandats locaux et qui peuvent apporter dans la fabrication de la loi une expertise plus importante. Justement, une des mesures que Macron souhaite faire passer justement en 3/5, c'est la réduction du nombre de parlementaires, notamment au Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'y suis totalement favorable. J'y étais favorable au moment même où j'ai moi-même pu... faire campagne il y a 3 ans en disant que dans la nouvelle façon de voir l'engagement politique, cette question de réduction est une question importante. Il y a un écueil à éviter, c'est la question des économies. Ce n'est pas seulement la rémunération des sénateurs sur laquelle il faut faire des économies. Il y a le fonctionnement global du Parlement. Vous gagnez combien, vous, en tant que sénateur? Je gagne 5 300 € net par mois. À titre personnel? C'est ma rémunération. Et puis à côté de ça, j'ai une enveloppe de frais, mais qui correspond à des frais professionnels, si vous voulez. Deuxième écueil, ne pas oublier qu'il faut avoir une réflexion sur le rôle du Parlement au XXIe siècle. En 2017, à quoi ça sert un Parlement, à quoi ça sert un sénateur, à quoi ça sert un député? Et il ne faudrait pas qu'on oublie cela. Et dans l'équilibre institutionnel entre l'exécutif et le législatif, c'est important qu'on ait ce type de discussion-là et de débat. Et je pense que le président Gérard Larcher, ici, entend conduire cette discussion qui me paraît essentielle. Si on revient juste rapidement au Sénat, comment est-ce qu'on explique qu'il y ait moins ce clivage comme on peut l'avoir à l'Assemblée nationale? On a vraiment des clivages gauche-droite, c'est violent, avec une opposition qui peut paraître parfois un peu stérile. C'est le camp d'opposé qui propose quelque chose, donc on va voter non et inversement. Comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'au Sénat, on ait l'impression qu'il y ait moins cette opposition aussi Première raison, l'élection des sénateurs n'est pas liée à l'élection présidentielle. Pas du tout. On va le voir aujourd'hui d'ailleurs avec les résultats de La République En Marche, très clairement. L'élection sénatoriale, elle est le fruit des grands électeurs. Donc premier élément,
le fait que dans la vie institutionnelle, on est moins lié à l'élection présidentielle, à ce tempo politique tous les 5 ans de l'élection présidentielle. Et deuxièmement, parce que les sénateurs sont tous ou quasiment tous des élus locaux ou l'ont été. Et donc, sur tous les bancs, moi sur les bancs écologistes, sur les bancs les républicains, sur les bancs communistes, sur les bancs socialistes, je trouve des collègues élus qui ont vécu à un moment donné les mêmes réalités de terrain que moi. Ce qui fait que nous avons une capacité à travailler ensemble sur des rapports, sur des projets ou propositions de loi. Ce qui est très intéressant d'ailleurs quand on est parlementaire, c'est d'avoir cette espèce d'ouverture d'esprit de part et d'autre. Ce qui fait que j'ai par exemple été amené à écrire un rapport sur la Hadopi avec une collègue du groupe écologique, Corinne Bouchou, qui ne se représente pas aujourd'hui. Et on a pu faire ce travail en toute concorde, elle et moi, et signer le même rapport sans aucune divergence de vue. Mais ça lui a demandé à elle, comme à moi, d'avoir une ouverture d'esprit d'emblée et une méthodologie commune pour écrire le même rapport. Dernière question pour terminer cette interview. Monsieur le sénateur, vous allez voter Gérard Larcher ou pas la semaine prochaine comme président? Alors, j'appartiens à la majorité du président du Sénat, Gérard Larcher. J'ai une très haute estime pour lui, pour son travail, pour aussi la place qu'il a su donner aux jeunes sénateurs qui sont arrivés dans la maison. Mon groupe va se réunir mardi et nous définirons si nous avons un candidat au premier tour ou pas. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Voilà, donc on a essayé avec monsieur Hervé de comprendre un peu mieux ce qu'était le travail d'un sénateur, c'était clair? C'est très clair, limpide, parfait. C'est plutôt sympa. Venez, on va vous montrer un peu l'ambiance du Sénat en jour électoral. Venez, n'ayez pas peur, Quentin, parce que derrière la caméra, on va vous montrer un peu l'ambiance du Sénat. Là, on est salle des conférences, en fait. Donc on est arrivé, vous voyez, il y a tous les sénateurs qui passent venir voir leurs résultats. Les résultats qui sont affichés juste là, sur finalement des bidons, on peut appeler ça, je sais pas comment ça s'appelle. Encore d'écran, on verra peut-être pour une autre élection. Mais... Ouais, c'est le Sénat, hein, quand même. Donc, voilà, vous voyez, on va vous montrer où est-ce que les résultats sont affichés. Juste là, par exemple, au niveau du Val d'Oise, vous voyez, ce sont des listes, hein, donc on est encore à la mode papier au Sénat. Et donc, au niveau du Val d'Oise, vous voyez, il y a tous les noms des candidats. Donc là, le candidat sortant, c'est le candidat Alain Richard, qui est un ancien sénateur PS et qui est maintenant sénateur La République En Marche. Robert Rue ici. Robert Rue aussi, c'est vrai. Robert Rue, ça te rappelle des souvenirs, je suppose, Hugo. Alain Richard qui a été réélu dès le premier tour avec 265 voix. Donc les sénateurs viennent, pour la plupart, voir les résultats ici ou les suivent en direct de leur bureau. Là-bas, vous voyez, c'est le plateau de Public Sénat qui fait ses lives en direct aujourd'hui. C'est un peu leur journée. Puis ce matin, ils se sont réunis. Les candidats viennent ici au Sénat. Alors pas tous, on vous l'a dit, hein, seulement 170 sont réélus pour avoir une assemblée qui sera accompagnée de 348 D'ailleurs, sénateurs. ce qui fait peut-être aussi, c'est ce qui fait peut-être qu'il y a moins d'attention médiatique. Justement, on en parlait tout à l'heure, mais je pense qu'il y a aussi le côté. Tout à l'heure, on regardait les différentes chaînes d'infos et beaucoup titraient renouvellement du Sénat. Donc on parlait quasiment pas d'élection, on parlait de renouvellement, et donc effectivement, ça donne l'impression qu'on est plus dans un roulement plutôt que dans une élection avec des grands bouleversements. Et effectivement, en tout cas, au niveau des premiers résultats qui tombent, on s'attend à une majorité. Des républicains, donc il y a peu de surprises là-dessus, quoi. Et ce qui est important, c'est que les résultats vont aussi être déterminants pour savoir s'il y aura une réforme du Sénat. Beaucoup parlent de moderniser, comme on en parlait avec le sénateur Loïc Hervé juste avant, de baisser le nombre de sénateurs. On verra dans quelques jours, surtout après l'élection du président Gérard Larcher, de quoi il en retourne. On va retourner là-bas, venez. Là, il commence à y avoir de l'animation dans la salle des conférences. On commence à comprendre qu'il se passe quelque chose. Ça se réveille. Pourquoi ça dort toujours au Sénat, tu crois? C'est ça. En tout cas, ça se réveille un petit peu. Et je crois qu'il y a Madame Carrie qui va nous rejoindre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Madame Carrie. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Je suis youtubeur. J'allais vous dire, vous êtes chez les Insoumis. Non, mais c'est pas possible. Chez les Indécis. Indécis, c'est ça. Merci de nous répondre. Je présente Hugo Travers, qui est avec nous en direct sur YouTube pour parler des élections sénatoriales. Alors, comment ça se passe, les élections sénatoriales? Pour expliquer aux jeunes qui nous regardent, comment donner envie de dire que le Sénat, c'est bien? Ah, mais c'est une maison exceptionnelle. On y fait un travail fantastique. C'est une belle maison. C'est une maison où les gens se respectent, où il n'y a pas l'affrontement gauche-droite comme il y a à l'Assemblée. Contrairement à l'Assemblée. Vraiment, moi, j'ai des amis dans tous les bords, sauf au Front National. Et donc vous allez continuer ou pas alors? Non, moi je ne continue pas. Moi je me suis appliqué la jurisprudence de la Noé, c'est-à-dire 2 mandats. Je considère qu'au bout de 2 mandats, il faut laisser la place, non pas pour faire du jeunisme, mais pour que des gens qui en ont envie puissent avoir leur chance. On parlait de La République En Marche, parce que vous êtes une des premières à avoir soutenu le président de la République, Emmanuel Macron. La République En Marche va rentrer officiellement au Sénat ce soir.
Les résultats sont bons ou pas, ceux que vous avez? Alors, pour le moment, il y a d'abord un groupe qui a été constitué avant les vacances au Sénat La République En Marche. Alors, notre question n'est pas la question du groupe En Marche. Notre question, c'est de construire une majorité pour le président de la République. Et c'est possible. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une première étape qui a été l'étape de la présidentielle et des législatives. Les citoyens ont renversé la table. On dit ça suffit, les redoublants qui nous ont amenés à l'échec. Donc les citoyens ont dit terminé, on donne sa chance à Emmanuel Macron, à un jeune et à une Assemblée nationale jeune avec de l'expertise, un peu moins d'expérience. Là, on est dans une deuxième phase. Cette phase, nous ne pouvons pas gagner cette élection, nous ne pouvons pas la perdre. Pourquoi nous ne pouvons pas la gagner ni la perdre? Parce que d'abord, le corps électoral est constitué de grands électeurs qui sont l'émanation des partis formatés par les anciens partis. C'est l'émanation de 2014. Donc, ce sont des gens qui sont formatés dans les anciens partis. On va appeler républicains, ça, par exemple, des conseillers l'ancien municipaux. monde. On va appeler ça, disons, l'ancien monde par rapport au nouveau monde que représente Emmanuel Macron. Donc, nous ne pouvons pas, de ce fait. Et puis, il y a au Sénat une forme de résilience au changement. La preuve, c'est que ont été réélus des collègues, et moi, je m'en réjouis. Des collègues qui sont des vrais pros, des gens qui font leur boulot et qui ont été réélus dans tous les camps. Vraiment. Et donc, c'est très, très bien. Donc, c'était pas notre élection. Mais nous ne pouvions pas enjamber cette élection. Pourquoi? Parce qu'on est un parti neuf, tout nouveau. Vraiment, il est en construction. On n'a pas fait notre premier conseil national. Il est en construction. Et vous savez comme moi que derrière ce qu'on appelle un militant, un électeur ou un marcheur, il y a un élu qui sommeille. Ah oui. Je ne le savais pas, moi. Oui, on dit, il y a toujours un élu qui sommeille. Les gens ont envie d'être élus, ont envie de participer à la vie de la cité. Il y a une envie très forte en France. Les Français sont un peuple politique. Et donc, il fallait dire, on y va. On y va. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons bien sûr favorisé la parité dans les têtes de liste. Donc, on a beaucoup de femmes têtes de liste. Nous avons favorisé aussi le renouvellement. Mais nous avons aussi joué un peu l'efficacité avec des sortants. Donc, on a fait un mixte comme ça. Donc, les sortants ou les élus confirmés ont été élus. Les femmes et les primo-élus ne l'ont pas été. Mais pour nous les mettons en lumière pour les prochaines élections. Parce que nous pensons qu'il y a un vrai potentiel chez ces gens-là. C'était pas votre élection, pour le moment en tout cas. Est-ce qu'il y aura un candidat quand même, LREM, un candidat à la présidence du Sénat? François Patria a dit que non. Écoutez, il y a Gérard Larcher qui est président. Il a toujours été un président tout à fait correct. Moi, je considère que j'ai fait plusieurs voyages avec lui. Je peux considérer que c'est un homme d'État. Et vraiment, j'ai aucun problème avec Gérard Larcher. En plus, c'est quelqu'un de raisonné, de raisonnable, qui sait co-construire des débats et co-construire des lois. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème si c'est Gérard Larcher. Il est Macron compatible. Je ne sais pas si je peux dire ça. Je dis ça à tout le monde depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est à lui de le dire. Et tout le monde le dit en même temps. Donc. Oui, c'est à lui de le dire. C'est pas à moi de le dire. Moi, je pense que c'est un homme intelligent surtout et qui veut le succès du pays. Farid Zakari, je vous connais depuis longtemps, donc je vais vous poser la question, vous allez faire quoi maintenant? Parce que je sais que vous avez d'autres responsabilités à côté. Vous allez vous consacrer simplement à ces responsabilités ou on peut vous revoir en politique plus tard? Alors, pour le moment, je ne me représente pas. Donc, pour moi, la politique, dans le cadre d'une fonction élective, c'est fini. Je laisse la place aux jeunes et aux moins jeunes qui ont la niaque et qui ont envie. Vous pouvez y aller. Je vais y aller. Donc je laisse la place. Mais j'ai envie de participer à l'aventure de la République En Marche. Donc je n'ai pas vocation à être la patronne du parti, ça c'est clair, mais j'ai envie d'apporter mon expérience quand même au bureau exécutif par exemple du parti. Voilà. Là, en ce moment, avec Arnaud Leroy et Astrid Panossian, nous co-dirigeons le parti, mais c'est transitoire. C'est une direction collégiale transitoire. Pourquoi c'est transitoire? Parce qu'il y a une promesse démocratique. Et cette promesse démocratique, il faut la faire vivre. Ce sont nos marcheurs qui vont élire leurs représentants. Écoutez, merci beaucoup Madame Chiari. Merci beaucoup. Et une dernière question simplement aussi, je sais que c'était la dernière avant, mais comme je sais que vous êtes vraiment, vous entendez bien avec Monsieur Macron, vous l'aimez beaucoup, est-ce qu'il a un défaut quand même? Parce que vous allez être honnête avec vous allez me dire s'il a un défaut, vous allez me le dire.
Il écoute. Non, il a pas de défaut, il a que des qualités. Il est chouette. Merci. Il est chouette et puis il donne envie aux Français, quoi. À tous, visiblement. Hein. Et puis aux étrangers, regardez l'image que nous avons, que la France a dans le monde aujourd'hui grâce à lui. Il a donné, voilà, un lifting. La France, grâce à Macron, la France a fait un lifting quand même. Vous dites qu'il écoute. Alors vous me parliez des Insoumis au début de l'interview. Il a écouté les Insoumis hier qui étaient réunis en manifestation à République? Bon, probablement, il a dû écouter. Il écoute tout le monde, je veux dire, il écoute et puis après il décide. Hein. On verra. C'est quelqu'un qui tranche. Voilà. Merci beaucoup, Mme Carré. Merci à vous, à très bientôt. Voilà, donc on continue les élections sénatoriales ici au Sénat, donc c'est intéressant. Super intéressant, d'avoir la position de Mme Carré, qui est donc une des personnalités qui dirige le mouvement La République En Marche, qui rentrera ce soir visiblement avec moins de 30 sénateurs élus. Oui, effectivement, mais encore une fois, comme elle le disait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle pourra quand même compter sur le Sénat parce que elle sait très bien que, il y aura au sein des Républicains, au sein des différents partis en fait, des gens qui pourront soutenir les différents projets de loi. Donc c'est assez intéressant de voir à quel point c'est pas finalement un groupe, La République En Marche, qui est important, c'est surtout des sénateurs qui vont soutenir et qui vont en tout cas apporter leur vote sur les différents projets. Donc c'est assez intéressant. Depuis tout à l'heure qu'on est là, est-ce que tu as l'impression toi aussi que finalement le Sénat ça compte un petit peu ou pas du tout? Moi j'arrive pas à me faire d'idée, très honnêtement. Justement, on a peut-être quelqu'un qui pourra nous... Ah oui, voilà, monsieur Delcros. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça va très bien, je vous remercie. Merci à vous d'être là. On est avec Hugo, donc on est venu suivre les élections sénatoriales pour essayer d'expliquer aux jeunes ce qu'était le Sénat. Qu'est-ce que c'est le Sénat, très rapidement? Faut rendre ça sexy. Bien sûr, le rôle d'un sénateur, comme celui d'un député, c'est de voter les lois, et ces lois ensuite elles s'appliquent dans la France entière. Voter les lois? Oui. Parce qu'on a souvent tendance à dire que c'est l'Assemblée qui vote les lois ou qui décide. Une différence justement par rapport à l'Assemblée nationale? Non, il y a deux chambres, c'est-à-dire que les lois sont examinées d'abord dans l'une des deux chambres, l'Assemblée ou le Sénat, et ensuite dans l'autre. Voilà, ce qui fait qu'il y a deux assemblées de parlementaires, députés et sénateurs, qui travaillent ensemble sur ces lois-là. Et ça a un intérêt parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'environ les 2/3 des textes de loi sont des textes qui sont issus d'un accord, d'une entente en fait entre l'Assemblée et le Sénat. C'est-à-dire que si l'examen de la loi débute à l'Assemblée nationale, il y a un certain nombre déjà de modifications qui sont apportées. Ensuite, elle arrive au Sénat avec un autre regard, puisque nous représentons les territoires. Donc un regard collectivité locale sur ces lois-là, pour certaines d'entre elles en tous les cas. Et donc parfois, ou souvent même, on apporte un certain nombre de modifications. Et ensuite, sénateurs et députés se réunissent ensemble en commission mixte paritaire pour trouver un accord sur le projet de loi définitif. Et je pense que c'est important qu'on ait ces deux assemblées qui finalement apportent des regards un peu différents sur ces textes de façon à les améliorer, à les rendre le plus efficaces possible. Oui, parce qu'effectivement, on entend de temps en temps quand même cette question de la suppression du Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est une mauvaise idée justement parce qu'elle ne permet pas le débat? Je trouve qu'il y a un intérêt à avoir deux assemblées, deux chambres. Je suis sénateur depuis peu, moi depuis 2 ans, et depuis que je suis ici, je suis conforté dans cette idée-là. Parce qu'encore une fois, on s'aperçoit que les choses vont très vite, et quand les lois arrivent au Sénat, il y a peut-être un peu plus de recul. Encore une fois, on est représentant des territoires, représentant des élus locaux, représentant des collectivités, c'est le mode d'élection qui veut ça. Et donc on a ce regard-là à porter sur les lois, un peu plus de recul, peut-être moins aussi dans l'instantanéité des choses, de la vie politique, de la médiatisation. On est un peu en retrait par rapport à ça, et ça présente aussi un intérêt dans l'approche que l'on peut avoir, peut-être plus sereine, plus inscrite dans le temps de ces textes de loi. Donc sincèrement, je pense que autant je suis favorable à diminuer le nombre de parlementaires, députés, moins de députés, moins de sénateurs, mais garder cet équilibre entre ces deux chambres me paraît quelque chose d'important. Il y a des jeunes qui nous regardent, avec Hugo normalement j'espère. On est venu visiter le Sénat la semaine dernière avec Hugo Marchand. On a fait une vidéo de visite du Sénat. Comment est-ce qu'on peut donner envie aux jeunes de prendre part à la vie sénatoriale? Est-ce que c'est possible et comment ça peut se manifester? Alors je pense qu'on doit même donner aux jeunes envie de comprendre et de participer à la vie démocratique du pays, pas seulement le Sénat bien entendu. Et moi pour ce qui me concerne, j'ai reçu de nombreux jeunes, collégiens, des conseils municipaux des jeunes, des lycéens également, des étudiants de mon département ici au Sénat. Et chaque fois, quel que soit l'âge d'ailleurs, y compris des enfants de primaire, ces jeunes sont toujours très intéressés pour essayer de comprendre ce qui se passe ici. À quoi sert, alors il y a l'histoire de ce bâtiment qui est une histoire ancienne puisqu'il a été construit par Marie de Médicis, mais les jeunes, lorsqu'on est dans l'hémicycle, qu'on les assoit à la place des sénateurs, les jeunes sont intéressés et curieux de savoir
à quoi sert finalement le Sénat ou l'Assemblée, à quoi servent les parlementaires, comment se fait la loi, et surtout ce qui est important pour qu'ils comprennent bien ça, c'est de faire le lien direct entre la loi qu'on vote, c'est un peu théorique pour des jeunes, mais l'incidence concrète chez eux, dans leur département, dans leur vie quotidienne, en fait, sur le terrain. C'est souvent très concret, donc il y a un lien très direct, concret, entre les lois qui sont votées et ce que vivent les jeunes dans leur département. Et je pense que c'est très important de faire ce lien. Je pense qu'on a tous ensemble d'ailleurs, ça vaut pour les enseignants, ça vaut pour les parlementaires, ça vaut pour les élus locaux, ça vaut bien entendu pour les parents et les familles. On a vraiment intérêt à faire de la pédagogie pour expliquer, donner les clés, donner des éléments de compréhension de la vie démocratique de notre pays à tous les étages. Dernière question rapidement. Tu as une question, Hugo? Non, Dernière question rapidement. 2017, élection sénatoriale. 2020, nouvelle élection sénatoriale. Vous pourrez être candidat. Est-ce que vous serez candidat? J'ai envie d'avoir un scoop. Là. Alors, je ne suis pas dans l'idée de cesser mes fonctions de sénateur demain. Moi, je suis élu depuis peu, depuis seulement 2 ans. J'ai un long parcours d'élu local. J'investis finalement les acquis de ces mandats locaux dans le Sénat au service des territoires et en fonction des valeurs qui sont les miennes. Moi, j'ai envie de poursuivre évidemment ce travail-là, mais vous savez qu'une loi constitutionnelle viendra devant le Parlement, devant les 2 assemblées au printemps, avec la question de la réduction du nombre de parlementaires à laquelle je suis favorable, à condition qu'on veille bien à ce que aucun territoire ne soit oublié. Le Sénat est la Chambre qui représente les territoires. Donc je veillerai à ce que la ruralité soit représentée dans une nouvelle organisation des 2 assemblées parlementaires. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et donc on va terminer maintenant ce live en léger différé, mais qui était très Très intéressant. intéressant, effectivement. Avec plusieurs chiffres. D'abord, c'est de savoir qu'on va renouveler donc ce soir 170 sénateurs. Il y aura 170 nouveaux ou anciens sénateurs réélus sur les 348. Que l'élection du président du Sénat sera donc le 2 octobre. c'est ça, Exactement. Gérard Larcher, qui sera peut-être, sans doute même, Peut-être, on ne sait jamais, on verra. Hein. sans doute même réélu. Peut-être plus de femmes. Bref, je crois qu'on a tous les chiffres. Effectivement, c'était intéressant. On a eu plusieurs points de vue. C'était effectivement assez intéressant. Assez Super. riche. Restez connectés, regardez-nous, partagez les vidéos. C'était super de faire ça avec toi pour la première fois. Avec plaisir, avec grand plaisir. Et on refera d'autres lives avec plaisir. Salut! Salut!